c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour vous parler du rôle du philosophe dans la cité, parce que c'est le titre de la conférence d'aujourd'hui. Et il est vrai que j'aurais pu choisir n'importe lequel des philosophes dont nous parlons ici dans cette école, parce que chaque philosophe dont nous parlons dans cette école est un philosophe politique, à sa manière, d'une manière ou d'une autre. De la manière dont nous le voyons, un philosophe politique est un philosophe qui développe une éthique, c'est-à-dire qui va développer un travail sur lui-même pour essayer de manifester ce qu'il porte en lui d'universel, et il va, à partir de là, donner un coup de main au monde. Il va participer de la cité, il va participer du monde qui l'entoure, il ne va pas rester dans sa tour d'ivoire. À quel prix? Pour certains philosophes, au prix d'être vendu comme esclave, de boire la ciguë, d'être brûlé sur un bûcher, d'être lapidé, mais ils vont, peu importe le risque encouru, participer d'un monde meilleur. Essayer de faire en sorte de se battre pour la justice, pour la liberté, pour la beauté, pour toutes ces choses. Et donc j'aurais pu choisir n'importe lequel des philosophes aujourd'hui. Mais j'ai choisi une philosophe qui s'appelle Elena Petrovna Blavatsky, et dont j'aurais certainement pas pu parler il y a une vingtaine d'années. Ou alors j'en aurais parlé en mal. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire avec Blavatsky, parce que c'est vraiment pour moi aujourd'hui une philosophe incontournable. Il faudra encore définir le mot philosophe tout à l'heure, parce qu'on a eu quelques échanges houleux sur Facebook par rapport à cette conférence. C'est pas une philosophe, ceci, cela. Et c'est très intéressant, parce que c'est exactement ce que j'aurais pu dire il y a 20 ans. Mes premières approches de Madame Blavatsky, comme on peut l'appeler, je l'appellerai aussi HPB à certains moments, parce que ce sont les initiales de son long nom, son long patronyme. Mes premières approches ont été orientées par les enseignements des occultistes français du 19e et début du 20e siècle. Et j'en avais donc une vision, comme je vous le disais tout à l'heure, très négative. En fait, je la voyais comme une femme de peu de méthodes, qui avait inventé énormément de choses, qui n'étaient... Bonsoir. Qui n'étaient jamais allées au Tibet, qui n'avait fait que reprendre des textes de sagesse qui étaient plus ou moins connus à l'époque. C'est comme ça que je la voyais à cette époque-là. Je ne savais pas encore que cette vision était celle de René Guénon. Pire, je pensais à l'époque que René Guénon était l'un des plus grands ésotéristes du XXe siècle. Je ne savais pas que les écrits de René Guénon, surtout, et pas seulement ceux sur HPB, allaient être remis en question par la pensée des chercheurs en ésotérisme et en orientalisme, et surtout que sa vision de HPB était complètement biaisée. Alors il est vrai qu'on pourrait, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, on pourrait me dire, oui mais attends, on pourrait dire la même chose de HPB. Mais c'est sans compter le fait que HPB a été apprécié par les plus hautes autorités tibétaines et par des spécialistes en bouddhisme, soit tibétain, soit zen. Donc en gros, qu'elle a été adoubée d'une certaine manière par ceux qui connaissent au plus profond les enseignements qu'elle a appris. Et à cette époque, tout le monde disait « c'est pas tibétain ». Ça, c'est très intéressant. Je ne savais pas non plus, à cette époque, que le fameux rapport Oxford, commandité par la Société de recherche psychique, celui qui avait complètement discrédité Blavatsky, en 1886, a été désavoué par la même société en 1986. Donc c'est pas d'autres personnes qui ont repris le rapport, qui se sont dit
une autre société, d'autres chercheurs. C'est la même société qui a repris le rapport en disant oh, notre chercheur de l'époque, il a fait n'importe quoi. Et c'est clairement n'importe quoi. Je vous donnerai les références de bouquins si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, parce que je ne peux pas aborder tout ça ce soir. Et donc, c'est en apprenant tout ça, il y a une petite quinzaine d'années, ou un peu moins peut-être, je me vieillis. Parce que quelqu'un qui est présent dans cette salle aujourd'hui m'a dit ah, tu n'aimes pas Blavatsky? Ok. Ben, fais une conférence sur elle. Et moi, vu que j'étais un petit peu taquin à l'époque, j'aime les gens taquins, donc je me suis dit, bah, allons-y. Donc merci Fernand, parce que j'ai découvert des choses. Et donc c'est en apprenant tout ça, il y a une dizaine, quinzaine d'années, je ne sais plus exactement quand, que j'ai décidé de considérer les faits. Je ne pouvais pas en effet accepter les deux éléments que je venais de recevoir sans investiguer un peu plus sérieusement. Et c'est plus important encore, je ne pouvais pas appréhender Madame Blavatsky à partir de ce qu'on m'en avait dit dans ma jeunesse. Parce que c'est des on-dit. Si je voulais être philosophe, si je voulais développer une pensée rationnelle aussi, il fallait que je me base sur les faits. Donc je devais tout revoir de fond en comble et surtout de manière beaucoup plus objective. Quand je dis objective, je dis qu'il fallait que je m'en fasse ma propre idée. Simplement ça. Et ça, des ouvrages comme Elena Petrovna-Blavatsky ou La réponse du Sphinx, que j'ai ici en haut, je vous montrerai tout à l'heure, qui est écrit par un journaliste qui n'était pas un ami de la société théosophique que Blavatsky a fondée, je vous en parlerai tout à l'heure. Aussi, Jinajaradasa, La lumière venue de l'Orient, qui sont tous deux pour moi des écrits qui ont été écrits par des chercheurs très objectifs, parce que le deuxième est écrit par un commentateur franc-maçon, mais plutôt dans une recherche très 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 objective des faits, un historien en fait, de l'ésotérisme. Et ça a été pour moi, ces deux bouquins, des pierres angulaires de ma démarche. Pas seulement, mais c'est sûr que cette approche, si je voulais m'en faire ma propre idée, c'est une des pierres angulaires de ma démarche. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de biographies de Madame Blavatsky, il y en a des tonnes. Mais elles sont souvent écrites par des proches, ou par des gens qui la haïssent au plus haut point. Et donc, c'est très compliqué de faire la part des choses, évidemment, parce qu'on va toujours avoir quelque chose qui est un tout petit peu biaisé. Alors, à l'heure actuelle, rassurez-vous, je ne peux pas du tout dire que j'ai entièrement percé le mystère représenté par cette femme du 19e et 20e siècle. Mais je suis et je reste dans cette démarche d'ouverture par rapport aux faits et ensuite d'investigation minutieuse. Parce que ce que j'ai découvert, il y a beaucoup de choses dont j'ai le fin mot, je pense, parce que j'ai vraiment croisé les sources. Et il y a d'autres choses où à l'époque j'aurais dit c'est une bêtise, c'est pas possible. Mais pour moi aujourd'hui c'est plutôt c'est quand même troublant. Et donc il faut chercher. À partir du moment où il y a le mystère, il y a recherche. C'est une démarche très ancienne cette recherche par rapport au mystère. Les plus anciens philosophes, on va dire plutôt initiés, ils étaient peut-être même pas tout à fait philosophes, se sont initiés au mystère. Ils ont recherché le mystère. Et voilà, le mystère anime l'humain depuis des temps immémoriaux. Donc cette conférence, c'est un humble compte-rendu, et encore pas total, parce qu'il faudra en écrire un bouquin, de ma démarche jusqu'ici. Elle est dédiée à Elena Petrovna Blavatsky en réparation de mon erreur de l'époque. C'est à mon sens une démarche importante, car HPV a été, c'est ce que nous allons voir, un personnage très important dans l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Et elle reste aujourd'hui ce personnage. Si nous reprenons
sa démarche à notre compte. Et vous allez voir quelle démarche. Alors on va commencer par, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, une petite histoire de sa vie. Elle naît le 31 juillet 1831, en Russie de l'époque, dans une ville qui s'appelle Ekatérinoslav, il faut bien le prononcer, et qui est aujourd'hui située en Ukraine. Donc on est dans le berceau de la Russie de l'époque, le berceau du peuple slave, et dans un endroit où il y a énormément de familles, comme la famille de Blavatsky, de familles nobles tsarines. Donc elle est d'une famille noble des tsars de l'époque, qui descend des tsars de l'époque précédente. Alors, en tant qu'enfant, Blavatsky, c'est la jeune Helena, c'est une jeune rebelle. Vous savez que dans les familles nobles de l'époque, l'idée c'est tiens-toi bien, t'es une femme en plus, donc t'as pas énormément de droits, t'as des devoirs et t'auras des devoirs plus tard, etc. etc. Alors elle, tiens-toi bien, le met des robes, ne va pas jouer dehors, on oublie. Helena, c'est pas comme ça qu'elle voit les choses. Elle s'intéresse à des choses qui n'intéressent absolument pas les autres enfants habituellement. Elle s'intéresse à l'énorme bibliothèque de son grand-père. Elle s'intéresse à la collection de paléontologie de son grand-père, des ossements, des vieux crânes de dinosaures, enfin, des tas de choses comme celle-là, qui pour elle sont des choses extraordinaires. Et elle passe son temps là-dedans. Quand elle est dehors, elle passe son temps dans des lieux reculés, elle part, la famille s'inquiète, c'est une catastrophe pour une maman, je pense. C'est terrible, parce qu'elle est dehors tout le temps, on ne sait pas à quelle heure elle va rentrer, elle va dans des endroits où vous ne mettriez pas votre enfant, elle va dans des lieux sombres, dans des vieilles bâtisses abandonnées, elle s'amuse là-dedans, elle aime ça. Et donc c'est aussi, petit à petit, elle développe une sensibilité de lettrée qui parle couramment le russe, l'allemand, le français et l'anglais, parce qu'elle avait une gouvernante française, et donc qui parlait couramment le français, et qui parlait également anglais, donc elle apprend ces deux langues très tôt, ce qui va lui servir beaucoup plus tard. Et dès le plus jeune âge, elle se montre extrêmement perspicace, qui lui attire une réputation un petit peu teintée de crainte, surtout parmi les domestiques de la famille ou même les amis de la famille, parce qu'elle raconte souvent aux amis de la famille des choses qu'elle sait sur leur compte, et les amis de la famille sont un petit peu surpris parce qu'ils ne peuvent pas, ils se disent mais comment peut-elle savoir toutes ces choses? Et donc elle est perspicace. Peut-être qu'elle capte certaines autres choses, donc vous verrez dans cette biographie qu'il y a énormément de choses décrites là-dessus. Mais il faut faire des recherches là-dessus, parce qu'évidemment, à l'heure actuelle, c'est très compliqué de parler de ce genre de choses sans aller un tout petit peu plus loin dans les recherches sur les capacités des humains. Mais en tout cas, tout le monde la trouve très intrigante. Et son histoire est très intrigante. Parce que c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, le mystère. À partir du moment où on le considère avec objectivité, je ne suis pas en train de vous dire que je crois. Croire serait un peu, je pense, dans une démarche telle que celle-là. Par contre, il y a des faits troublants. Et donc, il faut pouvoir investiguer. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle et à l'heure d'un développement tel de la physique quantique, des recherches en neurosciences, etc., on ne peut pas se dire à l'heure actuelle, l'être humain, c'est nous, tels que nous sommes actuellement, sans aucune potentialité d'aller plus loin. Donc il y a quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Je le saurai si j'y arrive un jour, peut-être, qui sait. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas non plus dire il n'y a rien. Parce que les faits sont troublants, les faits sont là. Énormément de faits sont présents. Évidemment, ils ne sont jamais mis en relation avec la science actuelle, parce qu'ils ne cadrent pas avec la science actuelle. Donc, on ne peut pas non plus se mettre dans une position d'ouverture totale, mais pas non plus dans une position de fermeture totale. Mais d'autres choses dans son histoire, qui sont totalement attestées pour celle-là, sont très intéressantes pour nous, philosophes du risque. Parce que
c'est une aventurière. Et oui, donc, elle avait un caractère difficile, la jeune fille. Donc, à 17-18 ans, ses parents, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de la rendre un peu plus docile, parce qu'ils ne peuvent plus, hein, non, c'est plus possible, quoi. C'est pas possible d'élever cette jeune fille. Donc, on va la marier. C'est très simple. Donc, il la marie à 17-18 ans avec un homme de 40 ans, le colonel Blavatsky, qui va, pour son plus grand malheur, épouser Helena. Et donc, il l'épouse un beau jour, et 3 mois plus tard, elle va déserter le mariage, qui n'a jamais été consommé, et elle décide de s'embarquer en se déguisant en mousse sur un navire pour Alexandrie. Alors, elle a 18 ans. Donc, une jeune fille de 18 ans à cette époque, bon, aujourd'hui, des jeunes filles avec un sac à dos quechua qui se baladent sur le Machu Picchu, on en voit. Mais une jeune fille de 18 ans, déguisée en homme, en mousse, parce que le mousse, il doit briquer le bateau, il doit faire fonctionner la chaudière. C'est pas des bateaux comme aujourd'hui, hein, donc, qui s'embarquent pour Alexandrie, c'est pas non plus la porte à côté. C'est assez extraordinaire comme voyage. Donc, Alexandrie, c'était son premier voyage, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Alors, je ne vais pas vous faire tout le déroulé, hein, parce que moi je dois vous parler un petit peu, de son histoire, mais je vais vous parler d'autre chose. Donc, Égypte, Constantinople, Égypte, Inde, les plaines de Mongolie, l'Angleterre, les États-Unis, le Tibet, la Grèce, la Syrie, l'Italie, où elle combat au sein de l'armée de Garibaldi. C'est sympa, déguisé en homme. En Serbie, à Chypre, à Jérusalem, etc. Alors, elle ne se contente pas de voyager et de faire des photos. Il n'y avait pas d'appareil photo, donc elle ne se contente pas de faire ça. Enfin, si, il y en avait, mais bon, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Malheureusement, elle ne prend pas de photos. Ça, c'est dommage, parce que ça aurait cloué le bec d'Alexandra Nabilnet, au moins, pour ceux qui connaissent, mais bon, ça, c'est autre chose. Bon, elle voyage, mais elle ne se contente pas de voyager. Partout où elle va, elle va à la rencontre des gens qui sont les tenants d'une spiritualité plus ou moins, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, n'importe quelle chose qui, de près ou de loin, ressemble à quelque chose qui dépasse notre entendement. Elle va rencontrer comme ça des gens extraordinaires, et elle va rencontrer aussi des maîtres de sagesse assez importants de l'époque. Elle porte déjà à cette époque ce besoin incommensurable de connaissance au-delà des frontières, au-delà des dogmes, au-delà des chapelles. Dans ce qu'elle observe, elle voit la manifestation pour elle d'une sagesse une, qui sera son inspiration tout au long de sa vie. Et ça a été sa mission de ramener un petit peu un témoignage de cette sagesse une. C'est dans ces voyages qu'elle rencontre notamment des maîtres de sagesse, notamment 2 d'entre eux, mais d'autres encore. Notamment 2 d'entre eux, l'un s'appelle Moria, l'autre s'appelle Kut-Umi, qui sont tous 2 plus ou moins tibétains, mais pas seulement. En tout cas, elle les appelle des Rajputs, en tout cas pour l'un d'entre eux, qui vont lui donner des enseignements importants qu'elle sera autorisée de ramener en Occident. Alors ça, on pourrait se dire, oulala, bizarre ce truc, mais c'est pas si bizarre que ça si on y pense bien, parce que les orientaux ont toujours fonctionné comme ça. Il suffit pour ça, et Jonathan donnera une conférence là-dessus dans peu de temps, il suffit pour ça de prendre l'histoire des arts martiaux, qui est très très clair, un sujet extrêmement bien documenté. Les maîtres en arts martiaux, donc les maîtres orientaux en arts martiaux, ont toujours fonctionné de la même manière. Donc c'est pas du tout fou que les maîtres de Blavatsky aient fonctionné comme ça. Comment fonctionnent les maîtres en arts martiaux? Des occidentaux arrivent chez eux, ils se forment, bon, au départ on les tape un peu, ils repartent en pleurant, il y en a d'autres qui restent et qui arrivent à tenir la distance, alors on les forme vraiment à la mode orientale, et ceux qui arrivent, on leur dit, vous avez l'autorisation de donner cet enseignement-là aux occidentaux, pour les former un peu, parce qu'ils sont un petit peu barbares. Et donc vous avez l'autorisation de leur donner ça, et jusque-là, parce que le reste, vous ne pouvez pas leur donner. C'est exactement ce qu'elle a fait. Et ça, les témoignages de tous les créateurs d'arts martiaux japonais, chinois, etc.,
etc., qui sont venus en Europe pour donner ça, c'est la même histoire que celle-là. C'est pas complètement fou. Alors, tout ça peut nous paraître assez étrange. À moi aussi, quand j'étudiais ça à 17 ans, ça me paraissait complètement étrange. Il m'a fallu pas mal de temps pour pouvoir aborder sa biographie, ses écrits, avec un regard rationnel et philosophique, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en tentant de considérer les faits, en comparant la sagesse qu'elle a tenté de transmettre avec d'autres sagesses millénaires, tout en mettant en pratique ce que j'avais découvert. Parce que le rôle d'un philosophe, c'est pas seulement de lire et de savoir, c'est de mettre en pratique, et c'est un vrai savoir alors, parce que c'est en mettant en pratique qu'on sait réellement. Donc je crois pas ça sur parole. J'ai pris le temps de décortiquer, et pour moi ça fait plus aucun doute aujourd'hui que Blavatsky, elle nous a donné les enseignements ésotériques les plus pertinents que l'on peut trouver à l'heure actuelle, qui ont démontré cette pertinence à travers le temps. Et même les décades qui ont suivi. C'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. Elle a été assez mal comprise à son époque, évidemment, vilipendée, diffamée, mais elle laisse de manière indéniable un enseignement assez incontournable pour ceux qui cherchent à comprendre les sagesses de toutes les civilisations. Elle fonde, avec quelques amis dont Henry Olcott et William Judge, la Société théosophique à New York en 1875, et c'est ainsi qu'elle va répandre à travers l'Europe et les États-Unis des idées qui nous semblent aujourd'hui assez farfelues, enfin qui nous semblaient à l'époque assez farfelues, mais qui aujourd'hui sont totalement monnaie courante. Vous posez la question dans la rue, est-ce que vous croyez à la réincarnation? Vous faites un micro-trottoir un jour, vous allez avoir des résultats assez étonnants. Est-ce que vous croyez au karma? Vous allez avoir des résultats tout à fait étonnants. En 1875, si vous parliez dans la rue à des gens, est-ce que vous croyez au karma ou à la réincarnation, ils vous envoyaient balader comme un hérétique ou comme un non-scientifique. Donc, tout ce dont on parle aujourd'hui et qui est monnaie courante, dont on a des tas de bouquins, toutes des choses telles que celle-là, elle et sa société, qui a été présente dans pas mal de pays du monde, a contribué à répandre ces idées en Occident. Et ça, c'est indéniable. Il y a des tas d'historiens qui l'ont montré, etc. Donc il y a eu une lame de fond théosophique qui a donné à l'Occident énormément de clés par rapport au savoir des anciens hindous, tibétains et autres. Donc ça, si vous voulez faire vos propres recherches, je vous donne tout ce qui est source tout à l'heure. Donc la théosophie qu'elle crée avec ses amis a trois objectifs. La fraternité universelle, au-delà des ethnies, des couleurs de peau, du sexe, des catégories sociales, premier objectif. Le deuxième, l'encouragement à l'étude comparée des religions, des sciences, des philosophies, pour pouvoir retrouver l'unité. Bon, il y en a des tas aujourd'hui qui font ça, Frédéric Lenoir, Michel Cazenave, etc. Bon, là, c'était une invention, parce qu'à l'époque, il faut quand même se représenter l'époque. Une époque où chrétienté est énormément présente, les développements de la physique sont pour le moment. C'est une époque extraordinaire, parce qu'il y a eu une conférence à l'époque, j'écoutais une conférence de Ferdinand Schwartz par rapport à ça l'autre fois, une conférence de scientifiques à l'époque qui ont créé une conférence en 1870, je pense, je n'ai plus les sources exactes. Et cette conférence avait pour but de déterminer qu'allaient faire les scientifiques, parce qu'on avait déjà tout découvert. Alors, qu'allaient bien pouvoir faire les scientifiques de l'époque, parce que la physique avait tout montré, par exemple. Bon, c'était juste avant la physique quantique, ça. Intéressant. Donc, deuxième objectif, c'est ça. Troisième objectif, développement des pouvoirs latents en l'homme. C'est comme ça qu'elle le disait. Développement des capacités qu'on a à l'intérieur de nous, pouvoirs latents, ça fait un peu ouh. Développement des capacités humaines que nous avons en nous et qui sont latentes parce qu'elles ne sont pas encore explorées, elles ne sont pas encore développées dans chacun d'entre nous. Ce sont ces principes qui ont été repris et adaptés par le fondateur de Nouvelle Acropole dans la construction de la charte qui nous guide dans nos actions dans plus de 500 centres à travers le monde. Il n'a pas seulement repris ça, il en a fait
un objectif pour chacun d'entre nous qui participons de cette école. Bon, c'en est tout avec cette histoire. Bon, il y aurait énormément de choses à dire. Le bouquin de HPB ou la réponse du Sphinx, il fait 800 pages, hein, donc il y a du boulot. Et si vous voulez le lire, je vous conseille, c'est écrit presque comme un roman, c'est bien documenté, mais c'est extrêmement intéressant sur l'époque. Bon, le lien avec le titre de ma conférence, parce que on va quand même parler du rôle du philosophe dans la cité. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce bazar? Mais justement, d'abord, HPB, c'était une philosophe, dans le sens premier du terme. On conteste ça. C'est pas une philosophe, c'est une ésotériste. Alors, qu'est-ce qu'une philosophe? Comme on le dit dans tous nos cours, vous avez l'habitude pour ceux qui viennent souvent. Philosophie veut dire amour de la sagesse, tension vers la sagesse, vers la vérité. Donc en gros, dire que HPB était une chercheuse de vérité, je pense que j'enfonce juste une porte ouverte. Je ne vais pas faire les gros titres avec ça, mais je pense que chercheuse de vérité à travers le monde entier, à partir de 18 ans, je pense que là ça va. Ça, c'est clair. Elle a dédié sa vie à cette recherche. Et pas du tout intéressée par autre chose que ça. D'ailleurs, elle aurait pu profiter de sa société théosophique mondiale, qui était présente dans plein de pays, qui devait certainement ramener un certain nombre, un peu d'argent pour le fondateur de la société théosophique. Dès le départ, elle dit, moi, je fonde la société, mais je ne veux pas être associé de près ou de loin à tout ça. Je ne suis pas un maître, je ne suis pas un gourou, j'en ai rien à faire. Moi, je vais participer des recherches. La société est fondée pour ça, pour découvrir la vérité. À tel point qu'elle meurt dans le dénuement le plus total, dans une vieille baraque. Elle avait du papier en dessous de ses vêtements pour ne pas mourir de froid. C'est comme ça que HPV décède. Un 8 mai. Donc, on ne peut pas non plus dire elle se fait bien son beurre sur toutes ses recherches. Non, pas du tout. Elle, ce qu'elle veut, c'est percer le mystère. C'est son but, premier. Alors, cette sagesse, elle est en lien étroit avec le bouddhisme. Mais un bouddhisme particulier, ésotérique, assez universel. C'est ce qui a fait dire à certaines personnes qui connaissent peu le bouddhisme, c'est pas du bouddhisme, ce truc. C'est sans compter sur le lama Samdep, pardon pour mon tibétain, il n'est pas très bien verrouillé, Panchen Lama, deuxième autorité religieuse du Tibet après le Dalai Lama, qui dit, je cite, elle avait incontestablement reçu un enseignement lamaïque élevé, ainsi qu'elle le prétendait. C'est ce qui fait dire à Suzuki, que vous connaissez tous, pas pour les motos qu'il a faites, mais plutôt pour les bouquins qu'il a écrits sur le bouddhisme zen. Il ne fait aucun doute que Madame Blavatsky a été initiée d'une manière ou d'une autre à l'aspect le plus profond des enseignements du Mahayana, grand véhicule, qu'elle a ensuite révélé, ce qu'elle a jugé sage de donner au monde occidental sous le nom de théosophie. Donc, la théosophie, pour ces deux grands représentants du bouddhisme, c'est du bouddhisme ésotérique. Ce sont des témoignages assez importants, parce que, comme je vous le dis, on oublie la page Wikipédia, dit des trucs un peu... Enfin, tout ça n'est pas sur la page Wikipédia, donc ça me semblait quand même intéressant de le lire. L'autre partie du titre de la conférence parle de notre place dans la cité en tant que philosophe. C'est important dans une école de philosophie. Pourquoi j'ai repris l'exemple de Blavatsky? Parce que la pensée dont elle était dépositaire a inspiré de grands penseurs, philosophes, scientifiques, figures politiques de son époque et d'après. C'est le cas, par exemple, de Gandhi, qui disait que la théosophie était ce que la philosophie hindoue avait de plus profond. Et ce qui est assez marrant avec Gandhi, je ne sais pas si vous le savez, parce qu'on connaît Gandhi, le film, l'histoire de sa vie pour ceux qui ont été un tout petit peu plus longs, etc. Mais Gandhi, le grand réformateur de l'Inde, a été éveillé à la cause de l'Inde, parce qu'il n'en savait pas grand-chose, il a été formé à l'anglais, pour lui, l'Inde, c'était une colonie anglaise, c'était bien comme ça. Il a été initié à la cause indienne, sensibilisé à la cause indienne par des théosophes. Avant ça, il ne savait pas grand-chose là-dessus.
Et c'est ça qui a commencé à l'intéresser. Et c'est comme ça qu'il participe à la libération de l'Inde du joug anglais. Alors c'est le cas d'écrivains comme Yeats, par exemple, l'un des instigateurs du renouveau littéraire irlandais, prix Nobel de littérature. Russell, un des philosophes les plus importants du XXe siècle, un des fondateurs de la logique contemporaine, prix Nobel de littérature aussi. Joyce, l'un des écrivains les plus influents du XXe siècle. D.H. Lawrence, ses œuvres rassemblées représentent entre autres une réflexion approfondie sur les effets déshumanisants de la modernité et de l'industrialisation. Déjà à l'époque, aujourd'hui très important. T.S. Eliot, prix Nobel de littérature. Henry Miller, connu pour avoir rompu avec les formes littéraires existantes, quelqu'un qui réforme la littérature de son temps. Surréaliste aussi, et mystique. Des peintres que vous connaissez peut-être un peu mieux. Mondrian, un des 4 fondateurs de l'art abstrait, affilié à la Société théosophique. Klee, un des maîtres de l'art abstrait également. Kandinsky, celui qui a écrit de la spiritualité dans l'art, un des grands de l'art abstrait également. Alors pourquoi l'art abstrait? C'est marrant ce truc-là. Pourquoi ne pas peindre des paysages? Que dit Blavatsky dans ses recherches? Que cherche Blavatsky? Ce qu'il y a au-delà des formes. Que font ceux qui font de l'art abstrait? Ce qu'il y a au-delà du paysage, ce qu'il y a au-delà des formes. Ils cherchent la forme pure au-delà des formes. Cette considération sur l'invisible, les novatrices sur la qualité pénétrable, vide, en mouvement de la matière, que Blavatsky véhiculait dans ses enseignements, mais ce n'est pas elle qui l'a écrit, ça, c'est des textes tibétains qui véhiculaient ces pensées-là, tibétains antiques, va influencer, et plus que ça, des savants d'une physique sur le point de changer pour toujours notre conception de la réalité. C'est ainsi qu'elle va influencer Camille Flammarion, qui a découvert énormément de choses et qui le présente encore au XXIe siècle comme un des premiers vulgarisateurs français qui va mettre à la portée du grand public des problèmes énormes de l'astronomie, de l'atmosphère terrestre, du climat. Il parlait aussi beaucoup de la pluralité des mondanités à l'époque. Gaston Maspero, un égyptologue. Thomas Edison, on n'a pas présenté ici, je vais prendre le temps. William Crookes, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a inventé des tubes lumineux à la base de la création de nos néons. Des rayons X. Sans Crookes, pas de rayons X. Et c'est quoi les rayons X? Parce qu'on s'est posé la question. Voir à travers la matière. La matière qui, à cette époque, est impénétrable. Les rayons X. Influencés par la théosophie de Blavatsky. Albert Einstein, donc, disait-on, avait la doctrine secrète sur sa table de travail. Un peu controversé, mais j'ai pas encore le fin mot de l'histoire, parce que les tenants et les non-tenants sont quand même tenaces dans leurs affirmations. Je le mets quand même. Vous ferez votre propre idée. La pensée et l'action de Blavatsky a influencé des mouvements spirituels. Je les cite quand même, parce que c'est quand même intéressant. L'anthroposophie de Steiner, Rudolf Steiner, qui a donné naissance à une pédagogie qu'on ne présente plus non plus, qui s'appelle la pédagogie Waldorf-Steiner, qui a des écoles ici en Belgique, surtout en Flandre, parce que les Flamands sont plus malins sur ce genre de choses, visiblement. Il y en a à Bruxelles, il y en a en Wallonie, très ancienne en Wallonie, très jolie, qui développe, mais il ne fait pas que de la pédagogie, il développe des champs de recherche dans l'art, dans l'architecture, la politique, la médecine, beaucoup plus développé en Allemagne aussi. La Rose-Croix de Max Heindel, qui reprend purement et simplement les enseignements de la doctrine secrète de Blavatsky dans d'autres mots. L'ordre rosicrucien Amorque, encore des Rose-Croix, qui a été créé par Harvey Spencer Lewis, qui se réclame du haut patronage du maître Kout-Oumi, qui a été pour la première fois présenté par HPV. Les écrits et les aventures d'Alexandra David-Néel, très intéressants les bouquins qu'elle a écrits.
Qu'est-ce qu'elle a fait, Alexandra David-Néel? Elle est partie au Tibet. Je vous ai pas dit tout à l'heure, Blavatsky est une des premières occidentales, et surtout une femme, à être entrée au Tibet. Déguisée en homme de nouveau, en découvrant un Tibet totalement interdit aux Occidentaux à l'époque. Hein. Bon, ben, Alexandra David-Néel, quelques années plus tard, fait exactement la même chose. Elle se déguise en homme, elle part au Tibet, elle écrit des tas de bouquins, elle est reconnue. Pourquoi? Parce qu'elle ne cite pas Blavatsky, parce qu'elle prend pas de photos. Elle prend des photos. Et elle écrit tous ces bouquins qui sont la vulgarisation de ces découvertes. Évidemment très accessible, très grand public. Magnifique bouquin, hein, lisez-les. Mais malheureusement, elle n'a pas eu l'honnêteté au moins de dire que l'idée venait de quelqu'un d'autre. En ce qui concerne la politique, on a cité Gandhi tout à l'heure. Et il faut mentionner quand même les chefs de file du Congrès indien de l'époque, qui étaient tous théosophes. Tous ceux de l'époque de Gandhi, la libération de l'Inde du joug anglais, presque tous les membres du Congrès indien, ceux qui allaient participer, qui allaient fomenter cette rébellion contre les Anglais, sont tous théosophes. Presque tous. Ça, c'est une chose. Plus tard, la théosophie est également à l'œuvre du point de vue politique et notamment de l'éducation. Les relations entre la société théosophique et les Nations Unies, par exemple. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, je trouvais ça très intéressant. Donc l'ONU voit le jour le 24 octobre 1945, vous le savez, après la guerre, avec pour objectif de rassembler les peuples, parce que bon, les peuples s'étaient complètement déchirés, et donc il fallait rassembler les peuples autour d'idées un petit peu plus altruistes, et donc autour du respect de valeurs universelles de paix, de défense des droits humains, de dignité humaine, de justice, de bon voisinage, de liberté, de protection de la nature, on savait moins, de responsabilité commune. Très intéressant parce que c'est ce qui a formé depuis 1945 quand même une des plus longues périodes de paix de l'histoire. Pareil. Alors, des valeurs très compatibles avec les principes de la théosophie dont je vous parlais tout à l'heure. Annie Besant, directrice de la Société théosophique, présidente de la Société théosophique à l'époque, de 1907 à 1933, elle pense qu'il est inévitable que se développe une communauté libre de nations et que la théosophie a le rôle d'en développer un peu la ligne spirituelle. Parce qu'évidemment, les gouvernements ne vont pas développer une ligne spirituelle pour ce genre de choses. La théosophie va le faire. Alors, 1933, on n'avait pas encore parlé de ça, oui, mais il y avait avant l'ONU la Société des Nations. Et donc, les deux présidents suivants de la Société théosophique vont soutenir aussi l'ONU, vont toujours défendre les idées de l'ONU et vont conseiller à ceux qui adhèrent à la Société théosophique de s'intéresser aux idées de l'ONU. Donc ils disent en 1948, Gina Jaradassa par exemple, va dire, comme tous les membres de la Société théosophique désirent sérieusement établir une paix mondiale comme réalisation de la fraternité universelle, qui est le premier principe, le Conseil général de la Société théosophique recommande à toutes les branches dans le monde d'être renseignées sur le travail des Nations Unies. Et le Conseil suggère en outre qu'une réunion chaque année soit consacrée à décrire le travail des Nations Unies pour amener l'ère de paix et de fraternité universelle. Donc ça, c'est évidemment, il s'intéresse à ceux qui ont le même objectif. La Société théosophique, malgré tous ses efforts, n'obtiendra malheureusement pas le statut d'observateur aux Nations Unies. Mais les deux organisations ont toujours travaillé en parallèle avec cet objectif commun, fraternité, entre les peuples. Donc ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, très intéressant aussi, pour ceux qui aiment l'éducation et l'éducation nouvelle, c'est que la théosophie a une influence énorme sur l'éducation nouvelle. Donc il s'agit ici de considérer l'éducation comme educare, c'est-à-dire conduire hors de, sortir de soi. Il s'agit dans cette conception de libérer notre potentiel, de sa prison de chair pour les philosophes, c'est ça l'idée, de nos limitations, d'habitudes, de libérer l'âme prisonnière pour les philosophes. Aux antipodes de la conception actuelle de l'école, parce qu'aujourd'hui l'école, malheureusement, c'est construire des bons citoyens. On
on peut peut-être être d'accord là-dessus, mais des bons citoyens de quoi? D'une société malade. Donc si on est bon citoyen d'une société malade, bon suiveur d'une société malade, on est malade. Parce que à quoi nous forment les écoles aujourd'hui? Edgar Morin l'a dit, tête bien pleine, pas de tête bien faite. Tête, pas de tête, cœur, main. Gros problème de notre civilisation. C'est une école qui va former des gens à avoir une tête très remplie, à faire des études par après, mais des études qui vont, de plus en plus, on le voit, conduire à des boulots, soit intéressants sur le plan humain, mais d'autres vont être des boulots qui ne servent pas à grand-chose, en fait. On pourrait supprimer une bonne partie des boulots d'aujourd'hui qui ne servent pas, qui ont des noms totalement absurdes, et dont on ne sait pas ce qu'ils font exactement et à quoi ils servent concrètement dans la société actuelle. Et donc, à cette époque, ces penseurs vont penser une école différente. Une école qui est aussi différente de l'école de leur époque, parce qu'à quoi préparait l'école de leur époque? Elle conditionnait des gens à se lever en rang au moment de la sonnerie. Pourquoi faire? Parce que quand on va à l'usine, on se lève en rang au moment de la sonnerie. C'était ça, l'école de l'époque. Alors évidemment, il y avait d'autres aspects, parce qu'il y avait des penseurs qui étaient là pour pousser l'école pour tous. Il y a quand même eu cet aspect-là, on ne va pas le renier. Mais petit à petit, la société, qui était déjà un peu malade, a rattrapé tout ça et on a fait une école qui forme à des choses qui ne nous permettent pas de devenir un peu plus humains, de devenir meilleurs et de former notre humanité. Qu'est-ce qu'elle nous dit, HPB à l'époque? Il faut le traduire dans le langage d'aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est 1880 et quelques. J'avoue que pour un petit enfant né dans un quartier misérable, destiné à jouer dans le ruisseau, à grandir dans un milieu où il ne verra et n'entendra que des gestes grossiers, des paroles grossières, il y a un grand avantage à être placé journellement dans une salle d'école, propre, ornée de gravures, et même souvent de fleurs. Là, on enseigne la propreté, l'ordre, la douceur. Il apprend à chanter, à s'amuser avec des jouets qui éveillent l'intelligence. Il apprend à se servir adroitement de ses doigts. On lui parle avec un sourire, au lieu de le regarder d'un air courroucé. On le reprend avec douceur. On le caresse au lieu de lui dire des injures. Tout cela humanise les enfants en développant leur cerveau et les rend pour cela plus sensibles aux influences morales et intellectuelles. Je ne sais pas si vous y voyez la même chose que moi. Moi, j'y vois les prémices des éducations nouvelles, Montessori, Freinet, Steiner, Froebel, etc., etc. Vous avez un certain nombre de choses là-dedans. Alors évidemment, il faut le traduire aujourd'hui, mais j'élève ma fille ici, parce que j'habite au-dessus de l'école, je ne sais pas si vous le savez. Nous sommes dans un quartier quand même, c'est chouette. Il y a de la vie, il y a une multiculturalité, donc on va pouvoir faire énormément de choses ici dans ce qu'on aime faire. Mais il y a aussi les défauts des qualités, c'est-à-dire qu'il y a des graffitis partout, il y a beaucoup de bruit. C'est effectivement un monde très libre. On sort dans la rue, c'est pas les petits oiseaux qui chantent, on est allé faire une marche de 50 km, on est arrivé dans le Brabant wallon, près de la forêt de Halle. Évidemment, c'est tout autre chose. Ici, on sort, on est agressé par le bruit des voitures, le bruit des klaxons, on est agressé par tout ce genre de choses. Évidemment, il est important pour un enfant et sa sensibilité qu'il soit placé dans une salle de classe belle, une salle de classe où il y a de l'harmonie, de la beauté, qui lui va lui donner quelque chose. C'est important pour nous aussi. C'est pour ça qu'il y a des écoles de philosophie comme celle-ci qui ne sont pas encore très belles. Mais si vous pensez qu'elle n'est pas encore très belle, participez-y et venez nous donner un coup de main pour la rendre plus belle. On y participe tous les jours. D'ailleurs, Amina me disait tout à l'heure, je ne suis pas venu depuis très longtemps, vous avez fait du boulot ici. Moi, je trouve que c'est très beau, hein. J'aime bien que c'est inachevé, donc ça dépend. Ah ben, ça restera un peu inachevé parce qu'on aime ça, mais on va mettre des choses, des gravures comme dit Javaski, etc. Alors, je cite ça, mais je cite aussi les premières écoles théosophiques que crée le colonel Olcott, copain de Blavatsky, Henri, le copain, parce que c'est deux potes, c'est vraiment deux potes, hein. Quand on lit l'histoire, c'est vraiment main dans la main, ils vont vraiment, ils vont vivre tout, hein, et ils vont se marrer, et le caractère de Blavatsky n'est pas simple, hein, mais lui c'est l'ami fidèle, quoi, tout le temps ensemble, les deux doigts de la main.
Et lui, il va fonder des écoles à destination provenant de la caste des intouchables en Inde, en 1880, début 1900. Imaginez le truc, hein, parce que les intouchables en Inde, on ne les éduque pas, sauf à devenir serviteurs, c'est tout. Bon, là, il crée des écoles pour la libération des intouchables, donc la caste des serviteurs. D'autres écoles s'ouvrent en Inde, sous l'impulsion d'Annie Besant, directrice de la Société théosophique. Et donc on a Edgar Wood qui est le premier responsable du Theosophical Education Trust, qui dira « L'école n'enseignera pas la théosophie. » On ne va pas enseigner aux gosses des choses de l'hindouisme antique, etc. C'est pas l'idée. Mais doit produire un équilibre qui éveillera les émotions des étudiants au plan sociétal, spirituel, et ne pas se confiner au plan de l'intellect, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a aussi un intérêt particulier pour l'éducation des filles et leur émancipation, début 19e siècle, en Inde et en Angleterre. L'influence de la théosophie sur l'éducation en nouvelle en Angleterre, deux grands courants en Angleterre à l'époque, Montessori, Froebel. Il y a donc à cette époque une création d'écoles théosophiques au début 1900. Il y a beaucoup de liens entre la méthode de ces écoles et la méthode Montessori. On va voir pourquoi après. On peut citer Beatrice Norman, théosophe et pédagogue britannique, qui, avec Maria Montessori et Adolphe Ferrière, qui est aussi un des grands penseurs de l'éducation de l'époque, vont être cofondateurs en 1921 de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle. Moi, je ne savais pas tout ça quand j'ai étudié l'éducation nouvelle à l'université il y a quelques années. Enfin, il y a aussi une influence de la théosophie sur la New Education Fellowship qui sera à la base de la création de l'UNESCO. Intéressant aussi, parce que l'UNESCO a fait beaucoup pour l'éducation, et l'éducation philosophique notamment. Alors, il faut quand même parler de Maria Montessori, parce que c'est une figure incontournable de l'éducation, et qui est très proche de la société théosophique. En fait, c'est une femme médecin. Il n'y en a pas beaucoup à l'époque, parce que les femmes ne deviennent pas médecins à cette époque. Moi, elle choisit la carrière de médecin au grand dam de son père. Elle se spécialise dans les enfants atteints de déficience intellectuelle. Elle va élargir sa proposition par la suite. Et elle va essayer de construire une éducation nouvelle à partir de là, que vous connaissez. Donc, j'imagine que personne ici n'a jamais entendu parler de Maria Montessori. Bon, évidemment, elle fait ça à l'époque mussolinienne de l'Italie, et Mussolini va s'intéresser évidemment très fort à Maria Montessori pour la récupérer et mettre des écoles Montessori dans toute l'Italie. Mais Maria Montessori, figure très libre à l'époque, va évidemment partir pour éviter de se faire choper choper ou dire non et être enfermée, parce que Mussolini, c'était pas rigolo. Donc, elle s'en va, mais où va-t-elle? Elle se réfugie à Adyar, à la Société théosophique, Adyar en Inde. Elle va y passer quelques années d'ailleurs. Et elle n'a jamais été théosophe, mais elle a été affiliée à la Société théosophique à quelques moments. Mais surtout, en fait, à Adyar, ce qui se passait, c'était qu'on était dans le moment de la création des écoles de pédagogie pour enfants, pour adolescents, des écoles de pédagogie théosophique. Et il va y avoir un brassage d'idées extraordinaire. Donc tout le travail de Montessori s'est fait là. Elle a beaucoup écrit à Adyar. Donc en gros, on ne sait pas qui a inspiré qui, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui sont nées de là. Donc beaucoup des pédagogies nouvelles sont nées à ce moment-là. Très intéressant. Moi, je ne savais pas tout ça. Évidemment, on peut citer les écoles Waldorf-Steiner. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Évidemment, Steiner était théosophe, lui. Et il a fondé son propre courant d'anthroposophie, à la base théosophique, mais il voulait se rapprocher de l'Occident via la Rose-Croix, donc il voulait lier les deux, Orient-Occident, il a fondé son mouvement. Et c'est là qu'un homme nommé Waldorf lui demande de créer des écoles pour les enfants d'ouvriers défavorisés, qui n'avaient pas d'école, etc. Et donc c'est comme ça que fondé les écoles Steiner à l'époque. Si je me souviens bien, je n'ai pas noté la date, mais plus ou moins 1920. Bon voilà, pour l'influence des idées de Blavatsky dans des tas de domaines différents.
donc, mais quelles sont ces idées? Parce que j'aurais pu commencer par ces idées, j'aimerais bien finir par ça, parce qu'on dit toujours que c'est les dernières minutes de la conférence qui restent gravées dans notre tête. Donc parlons des idées. Les idées fondamentales de la philosophie d'HPV, c'est quoi? Eh bien, c'est la recherche de l'unité dans la diversité. Intéressant parce que c'est le mot d'ordre de notre école pendant 2 ans ici, recherche de l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, en fait, vous l'avez vu tout à l'heure dans son historique, elle a un profond respect pour toutes les cultures. Et surtout les cultures qui ne vont pas la brider. Donc elle avait du mal avec la culture de l'époque qui bridait par son rôle de femme de l'époque, qui allait forcément la brider dans son développement. La religion chrétienne de l'époque qui allait forcément la brider dans ses connaissances. La science de l'époque qui allait forcément la brider aussi dans la possibilité de découvrir d'autres choses, vu qu'ils avaient déjà tout découvert. Et donc elle est très ouverte à toutes les cultures, aux grandes dames de ses parents, parce qu'elle préférait passer du temps même enfant avec les domestiques qui étaient d'autres cultures chamaniques, parce qu'en Russie, vous savez pas qu'à cette époque-là, il y avait énormément de cultures chamaniques autour de la Russie, dans la Russie, au plus profond de la Russie. Et donc elle était beaucoup plus intéressée par ça que par tout le reste. Et donc, partout où elle va, elle a un profond respect pour les cultures. Mais elle n'y va pas en disant « moi je suis ceci ou cela ». Non, respect pour cette culture-là parce qu'elle cache quelque chose de la sagesse une. Respect pour celle-là parce qu'elle cache quelque chose de la sagesse une. Celle-là aussi, celle-là aussi. Et donc elle va essayer de relier tout ça. Elle va essayer d'unir. Elle va montrer qu'il y a de l'union surtout. C'est pas qu'elle va essayer de l'unir en tirant, en disant ah, on va y arriver dans un modèle, non. Elle va montrer qu'il y a de l'union entre toutes les sagesses. Deuxième chose, pour elle, la matière, c'est de l'esprit densifié. Je vous ai dit tout à l'heure, à l'époque, la matière, c'est impénétrable. C'est la base. On va trouver la brique de la matière. D'ailleurs, on l'a trouvé, c'est l'atome, on n'ira pas plus loin. C'est bon, on a tout découvert. La science est dominante, plus de problème. Pour elle, la matière, c'est de l'esprit densifié. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la matière, il y a autre chose. Mais pas parce qu'elle l'invente comme ça, non, elle l'a repris de la sagesse antique. Je vous rappelle que la doctrine secrète, c'est écrit à la base, ce sont des textes que lui donnent ses maîtres au Tibet, qui sont des textes millénaires de l'Inde déjà, enfin du Tibet déjà, millénaires du Tibet, de l'époque. Donc, ça veut dire que les anciens pensaient que la matière n'était pas impénétrable. Et ces idées-là influencent tous les physiciens par la suite. La recherche de la réalité au-delà des apparences, donc, parce que vu que c'est pas impénétrable, il y a une réalité au-delà de ce qu'on peut voir, de concret. Bon, ça c'est une chose importante. L'évolutionnisme aussi. Sa pensée est évolutionniste, c'est-à-dire qu'elle pense profondément avec ses maîtres que nous avons tous en tant qu'êtres humains une possibilité de progresser en tant qu'humains et de faire progresser le monde à partir de notre progression individuelle. Et ça, c'est au-delà d'une idée, ou d'une croyance plutôt, matérialiste du progrès de croissance éternelle, matérielle. Non, là on parle de progrès, de croissance intérieure, ce qui est très 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 différent. Autre chose, ce qu'elle dit par rapport à cet évolutionnisme, c'est que nous avons tout en nous pour évoluer. C'est une éthique de liberté, mais aussi de destin. C'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire que nous sommes libres si nous arrivons à suivre notre destin, mais pour ça, il faut qu'on le découvre. C'est quoi le destin de l'humanité? Et pour le découvrir, il faut faire un effort individuel. Elle parle aussi à cette époque de quelque chose qui était totalement désuet à l'époque, qui est la cyclicité de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas juste ce mouvement vers le haut et qui part dans une direction temporelle, le passé, le présent, le futur. Le passé, ils étaient très bêtes. Le présent, c'est-à-dire nous, les grands scientifiques de l'année 1900, nous sommes les meilleurs. D'ailleurs,
découvert, le futur ne peut qu'être radieux grâce à nos découvertes. Bon, ben, ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'au bout de la flèche, il y a le précipice dans lequel on est aujourd'hui. Bon, ben, elle disait déjà à cette époque, c'est cyclique tout ça. Et donc, si c'est cyclique, où sommes-nous sur ce cycle? Et quelle est notre responsabilité aujourd'hui pour repartir dans la bonne direction? Et si nous sommes au sommet, quelle est notre responsabilité aujourd'hui pour ne pas se croire les plus forts, parce qu'on va tomber? Si on est sur un cycle, on est au sommet. Ouais, ceux qui montent sur la montagne le savent très bien, il faudra un moment redescendre. Hein. Pas rester là-haut toute notre vie. Prendre conscience de l'importance des maîtres de sagesse dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est très important. Alors ça, c'est un point angulaire, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans une période ni Dieu ni maître, évidemment. Alors, je ne suis pas non plus dans cette idée de mais. C'est pas ça l'idée. C'est quoi l'idée de maître? Si on la considère en tant que philosophe et d'une manière un tout petit peu rationnelle, ben, c'est simplement de se donner la possibilité de penser qu'il y a des gens qui sont allés plus loin que nous. J'espère qu'on peut penser ça. Dans une période où tout est remis à l'horizontalité, est-ce qu'on peut encore penser qu'il y a des gens qui sont allés plus loin que nous? Et donc à ce moment-là, pouvoir se dire, si des gens sont allés plus loin que nous, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que j'ai une possibilité d'évoluer, de grandir, de découvrir des choses en moi que je n'ai pas encore découvertes. Simplement ça, l'importance des maîtres de sagesse. C'est pas l'importance de se dire, je vais trouver un maître pour pouvoir me prosterner à ses pieds et faire oh. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est, pour moi aujourd'hui, je peux considérer Blavatsky sans pudeur comme mon maître, je pense. Je peux, sans aucun problème. Pourquoi? Parce que pour moi, elle m'a, à un certain moment, d'abord il a fallu que je la découvre. Elle n'a pas un caractère facile. Déjà pour ses amis, c'était comme ça. Hein. La découvrir, c'était pas facile. Parce qu'il fallait déjà s'en approcher. Elle fumait comme un pompier, elle n'était pas super sympa, etc. Mais bon, pas sympa quand on. Avec ses détracteurs surtout. Elle y allait. Mais d'abord, il faut la découvrir. Et après, ben, moi, elle m'a fait découvrir un mystère. Pour moi, il y a un mystère là-dedans. Et le mystère me pousse à chercher. C'est ça un maître. Un maître n'est pas quelqu'un qui va vous dire un truc et vous allez y croire sur parole. Ça, c'est pas un maître, c'est un prêtre. C'est pas tout à fait la même chose. Donc un maître va vous montrer un truc et vous allez dire oh. Si vous avez lu ou vu, je pense qu'il vaut mieux voir à ce moment-là, le film Guerrier Pacifique, il y a une très belle image de ce qu'est un maître. On a ce jeune homme qui est gymnaste pro. Il veut participer aux Jeux Olympiques. Et il rencontre un pompiste, celui qui met de l'essence dans les voitures. C'est pas de l'amour. Et un jour, il sort la nuit parce qu'il a plein d'insomnie, ce gars, et il voit ce pompiste. Et donc, il voit le pompiste qui met de l'essence dans une voiture. Il le voit, il se retourne, il marche, il se retourne et il est au-dessus de la pompe. C'est-à-dire sur le toit, à 3 mètres. Le pompiste. Et là, le gymnaste, qui sait très bien les limites de son corps, se dit c'est pas possible. Alors il peut très bien chercher toutes les solutions logiques, mais pour un gymnaste, c'est super intéressant. Moi, je saute pas 4 mètres. Quoi. Donc comment il a fait? En une fraction de seconde, je me retourne, il est à 4 mètres de haut. C'est ça, un maître, en fait. C'est une démonstration de quelque chose d'incommensurable et se dire, ok, il y a quelque chose à faire. Je ne vais pas le voir sur parole, il se passe quelque chose, je vais investiguer. Mais au moins, ça crée chez moi l'investigation. C'est important des maîtres. Parce que si on n'a pas, on reste horizontal. Alors l'horizontalité est importante, l'amitié entre nous, le partage, mais la verticalité est oubliée aujourd'hui. Justement, cette possibilité de progresser est oubliée. Alors,
Dernière chose, je termine avec ça. Le connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Le change-toi, et tu changeras le monde, qui est propre à Gandhi, mais on sait où Gandhi s'est formé. Et en gros, c'est cette idée qu'en nous connaissant, nous pouvons connaître les lois de la nature, qui sont également à l'œuvre en nous-mêmes. C'est en approfondissant ces lois, que nous pouvons approfondir notre intériorité. C'est en réalisant ces deux mouvements que nous pouvons nous transformer. Si nous sommes nombreux à réaliser cette démarche de transformation intérieure, alors, ensemble, comme je le dis à chaque fois, je le répète, à 10, à 100, à 1000, à 1 million qui font ça ensemble, on fait un monde meilleur. C'est-à-dire un monde plus en phase avec la nature. Il suffit de regarder tous les philosophes de l'Antiquité pour comprendre ça. Plus harmonieux, peuplé d'humains qui sont reliés les uns aux autres, mais en respectant les différences et en cultivant ce qu'ils ont en commun. Plus humble aussi, en sachant que des êtres plus sages peuvent leur donner une sagesse, ou leur permettre d'entrevoir une sagesse qu'ils peuvent s'appliquer à eux-mêmes, tout simplement, et voir si ça marche ou pas. C'est ça, en fait, qui est important pour moi, à mes yeux, aujourd'hui. Donc, en conclusion, je dirais pour ce soir, que le rôle du philosophe et des écoles de philosophie dans la cité, c'est d'être l'agent de la fraternité entre les humains, de l'union entre les humains, et pas de la séparativité. Donc fraternité, c'est une chose importante. L'investigation et l'étude comparée pour développer notre conscience, notre respect des sagesses de tous les peuples, et donc pour respecter les autres, proprement autres, et pour trouver l'universel qui nous rassemble, que nous partageons tous. Ça, c'est important en tant que philosophe. Développer nos capacités latentes, car c'est en se changeant soi-même que nous changeons le monde. La vision évolutionniste d'HPV ne dit absolument pas autre chose. La question de la liberté en lien avec la volonté, oui, c'est qu'il s'agit de devenir plus libre de nos actes. En reprenant une responsabilité sur ceux-ci, nous sommes responsables de nos actes. Proprement responsables. N'attendons pas que le monde soit changé autour de nous par la politique, qu'elle soit changée par... désolé pour notre fonds de commerce, parce que je l'ai été, qu'elle soit changée par notre psy. On va changer notre monde à partir du moment où on décide d'en prendre la responsabilité. Et c'est vrai que notre psy peut nous aider à ça. Mais le philosophe peut nous aider à ça aussi. Le sage en nous aide à ça. C'est ça le rôle du philosophe dans la cité. C'est de pouvoir reprendre possession de ses actes, de pouvoir se diriger dans le sens qu'on a choisi, et surtout de pouvoir assumer des choix vertueux à un moment où parfois ces choix ne sont pas à la mode. Et les philosophes de l'Antiquité et Blavatsky elle-même se sont fait vilipender, voire brûler pour ça. Alors, si la société théosophique à l'heure actuelle n'a plus l'aura qu'elle avait dans la fin des années 50, jusqu'à la fin des années 50, il est vraiment indéniable que les idées de Mme Blavatsky ont une influence considérable sur le monde depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au XXIe. Elle a diffusé des idées des grands maîtres de sagesse qui l'ont précédée de manière très humble. Elle n'a jamais dit que c'était de son chef à elle. Partout où elle l'a fait, se sont développées des actions positives, on l'a vu tout à l'heure, pour l'humanité. Un militantisme, un volontariat au bénéfice de la dignité humaine, des liens fraternels entre les individus et les peuples, un développement des connaissances au-delà des croyances, une vie meilleure et surtout moins matérialiste. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Plus orienté vers les besoins réels de l'être humain plutôt que vers des besoins matériels comme on nous les vend aujourd'hui. Donc son message et son action, comme ceux des maîtres de sagesse qui l'ont précédé,
Ils sont évidemment pas morts avec la société théosophique, bon, elle est encore un petit peu là, hein, par là, on peut parfois discuter avec eux. Mais c'est des choses universelles, il n'y a pas que la société théosophique qui fait ça. Ils vivent aussi longtemps que des gens honnêtes, sérieux, voudront jeter un œil à ces enseignements, essayer de voir par eux-mêmes ce qu'ils produisent, ce qu'ils ont été, et les pratiques au jour le jour. Moi, c'est une démarche que j'ai réalisée au sein de Nouvelle Acropole, et je peux vous assurer que ça en vaut la peine. Mais en même temps, je ne peux pas vous amener à le croire, il faut le faire. Parce que, comme HPB et ceux qui ont pris sa suite, on tente d'améliorer le monde, en nous améliorant nous-mêmes, par une connaissance mise en pratique et mise au service des autres par de l'action des intéressés. Donc, je peux dire aujourd'hui que j'ai bien évidemment une grande gratitude par rapport aux enseignements d'Elena Petrovna-Blavatsky. Son enseignement m'influence encore tous les jours aujourd'hui. Que j'ai bien entendu pas épuiser mon investigation, et que ce n'est pas le seul penseur de l'histoire, évidemment, il y en a des tas d'autres. Mais voilà, aujourd'hui, proche du 8 mai, date de son décès, je trouvais qu'il était important, si pas de réhabiliter ce qui a déjà été fait, de vous présenter une image de ce qu'est un philosophe, amoureux réellement de la sagesse, en recherche de sagesse depuis sa plus tendre enfance, jusqu'à la fin de sa vie, de manière inlassable, avec cette idée de toujours vouloir nous donner ces enseignements et de pouvoir faire en sorte que nous puissions en bénéficier au XXIe siècle, qui en a tant besoin. C'est ça, Elena Petrovna-Blavatsky, pour moi. Et donc, c'était important de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Mais en même temps, cherchez par vous-même. Comme me l'a dit Fernand un jour, si vous n'êtes pas convaincu, c'est normal. Faites votre expérience. Faites-en une conférence, qui sait. Mais ouvrez juste un point du voile sur quelque chose qui a été extraordinaire dans notre histoire et qui a amené des tas d'idées qui n'étaient pas présentes à l'époque et qui a contribué, fin 19e et pendant tout le 20e siècle, à la sagesse dont nous pouvons encore bénéficier aujourd'hui, qui est partout sur Internet aujourd'hui. Mais sur Internet, ce n'est que lettre morte. Elle ne sera vivante qu'à partir du moment où des hommes et des femmes comme nous, humbles, la pratiquent au quotidien, comme l'a fait toute sa vie HPP.